Je m'appelle Emma ou Amy Plante et il y a plusieurs années, j'ai créé une chaîne YouTube pour partager mes découvertes sur certains sujets. Attention à la grande confrontation. Vas-y, commence. Le meilleur coup à faire, c'est le coup numéro 3. Une requête à un modèle IA avec des modèles en plus qui sont toujours plus performants passe à un coup. On va tenter en 2 semaines à partir de zéro de recoder Minecraft. Je considérais que faire des recherches juste pour moi c'était cool, mais qu'avoir un endroit où partager mes recherches avec d'autres personnes c'était encore mieux. Et mon truc, c'était tous les sujets qui parlent du monde technologique dans lequel on vit. Et plus ça avance, plus j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous. With the rate of progress being that it is, it's not difficult to imagine that at some point in the future, our intelligent computers will become as smart or smarter than people. And it's also not difficult to imagine that when that happens, the impact of such artificial intelligence is going to be truly vast. Ce mec au t-shirt spécial, c'est Ilya Sutskever. À l'époque, en 2023, c'est le directeur scientifique d'OpenAI, la boîte qui a créé ChatGPT. C'est un des mecs les plus chauds en IA, et là il nous dit, normal, qu'il est possible que dans le futur, on arrive à une IA qui est aussi, voire plus intelligente que les humains. We call such an AI an AGI, Artificial General Intelligence. Mais moi, je suis pas experte. J'ai déjà entraîné quelques modèles, mais clairement, je m'y connais pas assez. Sauf que ça me fascine. Est-ce qu'ils sont juste fous ou est-ce qu'on est censé se préparer au plus grand bouleversement de société depuis la révolution industrielle ? Alors, j'ai fait des recherches, beaucoup de recherches, et avec rigueur et informations sourcées, je vais essayer de vous raconter tout ce que j'ai découvert, sans erreur. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose d'explorer ensemble les sources de l'obsession de la Silicon Valley pour cette intelligence artificielle générale, découvrir quels acteurs travaillent sur ce projet, se demander quels sont les moyens à notre disposition pour y parvenir, et enfin s'interroger sur où se trouverait la ligne d'arrivée d'une telle technologie. C'est parti. Le concept qu'il puisse exister une IA qui est supérieure à l'homme, ça date de avant cette conférence. En fait, c'est la raison même de la création de OpenAI en 2015. À cette époque, en 2015, les intelligences artificielles, elles sont loin du niveau de performance d'aujourd'hui, mais les fondateurs de OpenAI, dont Elon Musk et Sam Altman, ils pensent qu'il y a un potentiel caché. Concrètement, ils constatent que les récents progrès de l'IA ont permis de faire des systèmes capables de dépasser les performances des humains sur des tâches précises. Et ils pensent qu'il pourrait y avoir un chemin pour créer une IA plus généraliste, capable de faire la même chose, mais sur un grand nombre de tâches. C'est ce qu'ils appellent l'AGI. Elon Musk définit l'AGI comme une machine capable de réaliser n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut faire. 2 ans plus tard, le terme est défini encore plus précisément dans leur présentation de la charte de l'entreprise comme des systèmes hautement autonomes qui surperforment les humains dans la plupart des travaux valorisés économiquement. L'AGI, c'est leur ambition, mais c'est peut-être aussi un moyen un peu marketing de se vendre. En même temps, on est au milieu des années 2010, et à cette époque-là, les rois de l'intelligence artificielle, c'est Facebook et Google. Ils ont les meilleurs chercheurs au monde, et Google vient juste de racheter DeepMind. Google buying DeepMind for $400 million, maybe $500 million. Qui est une start-up britannique qui a justement pour objectif de faire de la recherche fondamentale dans le but de développer des technologies d'IA de pointe. OpenAI se place donc comme le concurrent direct de DeepMind, à la seule différence qu'il a l'ambition de l'AGI. Et cette promesse ambitieuse de l'AGI, ça fonctionne, ça attire la curiosité des médias et ça fascine un peu les gens du secteur. En même temps, il faut dire que bosser sur l'IA du futur, ça donne quand même plus envie que de travailler dans une entreprise qui a pour finalité de faire de la publicité. Avec son appât de l'AGI, OpenAI arrive à débaucher quelques profils pointures pour lancer son projet. A new organization like OpenAI would have a chance to do a truly dramatic advance, and I thought that this would work. Et ça secoue le secteur, parce que peu après, DeepMind commence à aussi employer le terme d'AGI. Facebook ouvre des nouvelles divisions de FAIR, ces laboratoires qui sont dédiés à la recherche fondamentale en IA. En fait, l'AGI devient genre l'étoile polaire du secteur. Elle indique une direction générale à suivre, un peu un but ultime à atteindre. Mais ce que je me demandais, c'était pourquoi ? Genre, certes, c'est stylé de vouloir créer une IA générale qui est bonne pour l'humanité, mais concrètement, à quoi ça nous servirait ? D'après les chercheurs et les dirigeants d'entreprises technologiques, les promesses de l'AGI seraient immenses. Ils considèrent que si l'IA réfléchit mieux que l'humain, elle débloquera forcément des problèmes qui sont insolubles aujourd'hui.
comme la découverte de traitements contre des maladies incurables, la découverte de nouvelles sources d'énergie durable ou la création de nouveaux matériaux nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais l'enthousiasme de ceux qui visent l'AGI, ça va encore plus loin que ça, parce qu'en fait, ils s'imaginent carrément l'embarquer dans des robots humanoïdes qu'on rendrait autonomes. Genre, on aurait des machines chez nous qui feraient les tâches pénibles, genre passer la serpillière, vider la vaisselle et tout, sans qu'on ait à les superviser. Thank you, Neo. Clairement, on se croirait dans un film de science-fiction, mais dites-vous que c'est vraiment l'objectif de certains dans la Silicon Valley. Mais alors, comment arriver jusqu'à cette étoile polaire ? Tout le monde s'active et la recherche avance vite. Jusqu'en 2017, où il y a le premier tournant, des chercheurs de Google vont avoir une idée révolutionnaire. Ils proposent une nouvelle manière de créer des IA. Cette approche, c'est celle des Transformers. Un type de modèle IA qui est capable d'apprendre plusieurs tâches à la fois. Et c'est un peu une dinguerie dans le secteur. OpenAI reprend l'approche et crée son tout premier modèle IA et le publie 1 an plus tard. C'est le premier GPT. Il répond sur n'importe quel sujet, mais il raconte souvent n'importe quoi. Et il galère dès qu'on lui donne un texte un peu trop long. C'est stylé, mais on est encore loin de l'intelligence artificielle générale. Donc les chercheurs continuent. Puis vient alors le second tournant, 2020. Des chercheurs d'OpenAI avancent l'idée que si tu augmentes le nombre de paramètres du modèle, donc concrètement sa taille, et qu'on lui donne plus de données à analyser, il devient plus performant. C'est le début de la course au plus gros modèle. GPT-3 sort quelques mois plus tard avec 100 fois plus de paramètres que GPT-2 et il l'écrase en termes de performance. GPT-4 fera pareil que GPT-3, ce coup-ci avec 10 fois plus de paramètres, et la loi semble se confirmer parce que plus GPT devient gros, plus il devient performant. Et pas qu'un peu, chaque itération est un grand bond en avant. Donc la croyance dans ce principe d'échelle, elle pousse toutes les grosses entreprises d'IA à acheter massivement des processeurs Nvidia, un matériel qui est cher mais qui permet d'entraîner les modèles. Donc elle s'équipe de milliards de dollars de serveurs avec l'intention de pousser le principe d'échelle jusqu'à l'AGI. OpenAI contracte plus de 430 milliards de dollars en serveurs d'ici 2030 et la valorisation d'NVIDIA fait x11 depuis la sortie de ChatGPT. Pourtant, l'article de recherche d'origine sur les lois d'échelle ne parle pas d'AGI. Il dit pas jusqu'où les lois d'échelle elles peuvent fonctionner. Donc c'est un pari d'acheter autant de matériel, un pari qui était bien parti jusqu'à cet été. On est en août 2025 et c'est l'heure de la sortie de GPT-5. Today, finally, we're launching GPT-5. GPT-5 is a major upgrade over GPT-4 and a significant step along our path to AGI. Et les gens l'attendent particulièrement parce que depuis des mois, la plupart des dirigeants de la tech ont grave hypé la progression de l'IA. Dario Amodei, le dirigeant d'Anthropic, parlait d'une arrivée de l'AGI entre 2026 et la fin de la décennie. Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, entre 2030 et 2035. Elon Musk, toujours prêt à s'enflammer, parlait de cette année ou l'an prochain. Et du côté d'OpenAI, Sam Altman, le dirigeant, promettait à Donald Trump que l'AGI arriverait avant la fin de son mandat en 2028. Un chercheur d'OpenAI a tweeté en fin 2024 « Quand Sam Altman et nous autres chercheurs disons que l'AGI arrive, on le dit pas pour vous vendre de la limonade, un abonnement à 2000 € ou pour vous piéger à investir dans notre prochaine levée d'argent. L'AGI arrive vraiment. » Ensuite, il y a eu un message de Sam Altman sur Reddit où il disait que l'AGI a été atteinte en interne avant de se rétracter et de dire que c'était une blague. Ensuite, on a eu un article de blog en début d'année 2025, toujours par Altman, qui annonçait que OpenAI était désormais confiant sur le fait qu'ils savent construire l'AGI. Enfin bref, il y a eu tout un tas de spéculations sur les capacités de Orion, le nom de code un peu mystérieux pour le modèle qui s'est finalement appelé GPT 4.5 car il n'était pas assez bon pour s'appeler GPT-5. Et après toute cette hype, GPT-5 a un peu fait un flop. OpenAI a lancé il y a 10 jours son nouveau bébé GPT-5. Censé être une révolution, pour l'instant c'est plutôt la grande désillusion. La nouvelle IA est jugée par beaucoup d'utilisateurs moins performante déjà que le modèle précédent. Pour la première fois, OpenAI a raté l'effet spectaculaire d'un nouveau modèle. Alors sur le papier, GPT-5 calcule, code et écrit mieux que GPT-4. Mais cette amélioration, elle est loin d'être nette dans les usages. Il y a eu beaucoup de plaintes d'utilisateurs qui préféraient les réponses du modèle d'avant. Bref, OpenAI avait jamais eu autant de processeurs à disposition, mais malgré ça, ils ont quand même raté le coche en sortant un modèle qui est en dessous des attentes. Et Sam Altman a commencé un peu à changer son discours à partir de septembre. Quand CNBC lui a demandé si GPT-5 rapproche l'humanité de l'AGI, il a répondu « Je pense que c'est pas un terme super utile » avant de bafouiller en disant que c'est un débat sans trop d'importance et que tout ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'on peut faire de plus en plus de choses avec l'IA.
La question c'est, est-ce que GPT-5 c'est juste un accident de parcours de OpenAI ou est-ce que c'est vraiment les prémices d'une crise du secteur entier ? Parce qu'après, peut-être que les prochains modèles de Google, Anthropic, etc. réussiront là où OpenAI a échoué. Et justement, pendant le montage de cette vidéo, Google a sorti Gemini 3.0 Pro. En effet, ils ont fait mieux que GPT-5, même si on reste très très loin de l'AGI. Mais si ça se confirme que, en effet, les progrès des modèles d'IA commencent à ralentir fortement, ça va être compliqué pour le secteur au vu du niveau des investissements qui ont été faits depuis 2022. Parce que clairement, la folie financière d'aujourd'hui, elle se base sur l'IA de demain, sur les promesses de l'AGI. Pas sur les assistants IA qui permettent d'écrire des mails plus vite. Mais ces assistants IA, ils peuvent être très utiles. Par exemple, pour créer mes vidéos, j'ai pas mal de tâches différentes à faire. Et pour gagner du temps, j'utilise maintenant N8N. C'est un outil open source qui permet d'automatiser tout un tas de tâches. Dans mon cas, je me suis créé un assistant IA qui gère mes mails. En gros, il classe les mails que je reçois directement dans les dossiers qui leur correspondent et il prépare déjà des réponses. Moi, je lui parle sur WhatsApp et ça me fait gagner pas mal de temps. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que tu peux automatiser de la facturation, de la centralisation de leads, du service client, etc. Et pour utiliser N8N, il y a 3 possibilités. Soit tu l'installes en local, dans ce cas tu payes rien vu que c'est open source, mais par contre si tu éteins ton ordinateur, tes automatisations s'arrêtent. Soit tu prends N8N Cloud, à l'année c'est 20 € par mois, ou enfin soit tu installes la version open source mais sur ton serveur. Et chez Hostinger, le sponsor de cette vidéo, il propose justement des VPS avec N8N déjà préinstallés. T'as rien besoin de coder, il y a juste à cliquer ici pour accéder à N8N. Et ça à des prix imbattables. En ce moment ils ont des offres limitées avec le Black Friday. Par exemple, sur le VPS KVM2 à l'année, c'est 8,50 € par mois. Et avec le coupon ici EmiPlante, vous avez 10% de réduction sur les plans de 12 mois ou plus. Donc au final, ça revient moins cher que sur N8N Cloud. Et si vous avez des difficultés, Hostinger propose un service client disponible en français 24h/24 et 7 jours sur 7. Je vous mets le lien de l'offre en description et des tutoriels aussi si ça vous intéresse de créer ce type de workflow. Et on revient à la vidéo. Mais tout ce que je lisais, c'était la vision des optimistes et des dirigeants d'entreprise. Alors j'avais aussi envie d'écouter des opinions plus modérées. Donc je cherchais des chercheurs qui avaient un autre avis sur la question de l'AGI. L'un d'eux, c'est Yann Lequin, le français qui est considéré comme un des parrains de l'IA. Il a remporté un prix Turing pour ses travaux et son avis, c'est qu'on s'enflamme trop sur les perspectives de l'IA à court terme. Pour Lequin, l'IA d'aujourd'hui, celle des grands modèles de langage, elle est en aucun point intelligente. Donc pour lui, parler d'AGI, c'est être déconnecté de la réalité. Pour faire comprendre sa position, il dit souvent que les systèmes d'aujourd'hui sont loin de l'intelligence d'un chat, par exemple. Les chats, ils arrivent à comprendre les interactions physiques du monde, genre s'ils poussent un verre sur la table, il va tomber. Ils ont aussi de la mémoire, une capacité de raisonnement et même de planification, qui leur permet par exemple de reconnaître l'heure du repas et même d'y associer le bruit du sac à croquettes. Et ces instincts et réflexes, il n'y a rien de comparable sur une machine. Après, Yann Lequin, il imagine quand même un futur avec des assistants IA qui ont une capacité de réflexion qui est similaire à l'homme, mais pour lui, ce futur, ce serait que dans plusieurs décennies. Et surtout, il croit pas en l'approche actuelle des lois d'échelle qui sont poussées à l'extrême pour y arriver. Et c'est pas le seul. Dans une étude, des scientifiques ont interrogé près de 2800 chercheurs en sciences artificielles qui ont des articles publiés dans des revues de haut niveau. Et les chercheurs ont évalué que la possibilité qu'il arrive un moment où des machines surperforment les humains sur toutes les tâches imaginables est de 10% de chances que ça arrive d'ici 2027 et 50% d'ici 2047. Donc en gros, ils pensent qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit atteinte d'ici 2050, enfin si elle est atteinte un jour. Mais dans tous les cas, si les lois d'échelle fonctionnent pas, ça veut dire que les boîtes d'IA vont devoir trouver d'autres méthodes pour arriver à l'AGI. Et donc, embaucher les quelques personnes qui sont capables de trouver ce genre d'idées. C'est là que la guerre des salaires commence. Du côté de Meta, Zuckerberg ouvre une nouvelle division, le Meta Super Intelligence Labs, et pour diriger la nouvelle unité, ils ont débauché Alexander Wang, un jeune de 28 ans, en achetant 49% des parts de sa start-up Scale AI contre 14 milliards de dollars. Et ils tentent de débaucher des chercheurs des laboratoires concurrents avec des offres de rémunération dignes des contrats de NBA, avec des bonus à plus de 100 millions de dollars. Le dernier exemple là, c'est le chercheur Andrew Tchlosh qu'ils auraient embauché pour 1,5 milliard de dollars sur 6 ans, en salaire et en actions. Mais comment les chercheurs stars vont réussir à débloquer la situation ? Alors c'est pas très clair, mais de ce que j'ai compris, il y a 2 grands axes d'exploration. Première option, ils arrivent à améliorer les grands modèles de langage, les LLM qui sont utilisés actuellement. Par exemple, il y a des travaux qui poussent encore plus loin l'idée de faire fonctionner
plusieurs petits LLM spécialisés au sein d'un grand LLM qui aurait le rôle de chef d'orchestre. Le MIT a aussi publié une méthode récente qui permet d'intégrer une boucle d'auto-apprentissage au sein des LLM, donc le modèle générerait alors lui-même des données synthétiques qu'il exploite pour s'améliorer constamment. Je sais pas si vous avez suivi, mais au début d'année, on a grave parlé du modèle chinois DeepSeek. Ça a un peu mis une claque au secteur parce qu'ils ont montré qu'on pouvait obtenir les mêmes résultats que les grands LLM avec moins de données et moins de puissance de calcul, contrairement à ce que disaient les lois d'échelle. C'est une preuve qu'il reste des directions à explorer du côté des LLM. L'option 2, ce serait de changer complètement la manière dont on crée des IA, par exemple en utilisant une autre méthode, comme les réseaux de neurones liquides. Et il y a une startup, Liquid AI, qui travaille sur ça. C'est une architecture théorisée au MIT. En gros, là où l'IA traditionnelle essaye de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, Liquid AI essaye de reproduire celui de ce ver d'1 millimètre de long qui a beaucoup moins de neurones qu'un cerveau humain. Ouais, c'est une dinguerie et selon la startup, leurs modèles sont très proches des meilleurs modèles du secteur, alors qu'ils ont besoin de moins de puissance de calcul et de moins de données pour aboutir à des résultats similaires. Il y a des trucs assez fous qui sont en train d'être créés et je vois des gens qui s'inquiètent de cette intelligence qui serait supérieure à l'homme. Mais concrètement, aujourd'hui, on en est à où sur ce chemin vers l'AGI ? En fait, ça fait longtemps qu'on sait faire des IA qui sont capables de surpasser les humains sur des tâches précises. IBM Deep Blue a battu le grand maître Kasparov aux échecs en 1997. Dans les années 2010, AlphaStar créé par Google DeepMind a battu les meilleurs joueurs à StarCraft 2. Mais ça, c'est des IA spécialisées, fortes dans un truc précis. Ce qui est chaud, c'est de créer une IA générale, capable de répondre à n'importe quelle requête. Mais si elle peut répondre à n'importe quelle requête, comment évaluer ses performances dans toutes les tâches ? Pour ça, il y a des benchmarks, c'est genre des tests standardisés. Mais vu que c'est théoriquement impossible de créer un benchmark qui soit capable de mesurer le caractère général des IA génératives, on évalue plutôt une sélection de compétences. Genre les mathématiques, la capacité à coder, les connaissances médicales, etc. Mais évidemment pas mesurer toutes les compétences. Donc en gros, il n'y a pas une ligne d'arrivée distincte, il n'y a pas de test ultime. Mais malgré tout, voilà ce que j'ai trouvé sur où on en est. Déjà, il y a le benchmark ArcAGI qui a été créé par le chercheur François Chollet. C'est une série de puzzles pour évaluer la capacité des modèles à reconnaître des patterns et à adapter leur comportement. Et jusqu'au modèle O3 de OpenAI fin 2024, il n'y avait aucun modèle grand public qui avait obtenu un score de plus de 35%. Bon, pour François Chollet, c'est pas parce qu'une IA a réussi le test jusqu'au bout qu'on peut dire qu'on a atteint l'AGI. Mais il dit que ce serait une condition nécessaire. Et il dit que ce qui manque aux IA, c'est la capacité à acquérir efficacement des nouvelles compétences par elles-mêmes. C'est grâce à ça qu'elles pourraient résoudre des problèmes auxquels elles n'étaient pas préparées. Il y a aussi OpenAI qui avait travaillé sur une tentative de classification des différents stades de l'IA jusqu'à l'AGI. Mais d'après Wired, ils l'ont jamais publié, en partie à cause d'un désaccord avec Microsoft, leur principal investisseur. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que selon cette échelle, les modèles d'OpenAI n'étaient encore qu'au niveau 1 en 2024. Le niveau 1, ça englobe une IA qui peut comprendre et utiliser du langage couramment et effectuer un large éventail de tâches pour les utilisateurs, au moins aussi bien que le ferait un débutant, parfois mieux. Bon, après, ils ont peut-être atteint le niveau 2 depuis, c'est-à-dire une IA qui peut effectuer des tâches plus avancées à la demande d'un utilisateur, y compris des tâches qui pourraient prendre 1 heure à un expert entraîné. Bref, en gros, on est au premier, deuxième niveau, mais peut-être que pour en savoir plus sur l'intelligence des IA, on pourrait regarder comment elles réfléchissent. Pendant longtemps, on n'avait pas trop de visibilité sur comment les IA créent leurs résultats. On connaît le texte qu'on lui donne en entrée et le résultat qu'elle nous rend, mais pas ce qui se passe au milieu. Sur ce sujet, la recherche avance doucement, mais il y a une équipe de chercheurs de l'Institut de Santa Fe qui a créé des nouveaux outils pour comprendre le raisonnement des modèles. Ou en très mal dit, ils ont ouvert le cerveau des IA pour voir ce qui se passe pendant qu'elles raisonnent. Et leur conclusion, c'est qu'on est très loin du fonctionnement du cerveau humain. On serait plus proche d'un gigantesque sac de règles basiques mises bout à bout. En fait, souvent, l'IA donne un résultat convenable, mais son raisonnement, il passe par des chemins tordus et complètement illogiques pour un être humain. En gros, les IA aujourd'hui simulent l'intelligence et elles créent des millions de sortes de règles générales à partir des exemples qu'on leur donne dans leur entraînement. Ensuite, elles appliquent une ou plusieurs de ces règles en fonction de la demande de l'utilisateur, mais donc, face à une situation entièrement nouvelle, elles ne pourront pas piocher dans ces règles, et c'est probablement à ce moment-là qu'elles vont inventer un résultat possiblement faux. Bref, en gros, elles réfléchiraient pas du tout comme nous, mais en réalité, il y a un problème plus fondamental sur déjà la définition de l'intelligence. Les scientifiques sont même pas d'accord sur une façon d'évaluer l'intelligence humaine,
T'as les tests de quotient intellectuel mais qui sont pas parfaits. Ils mesurent que le résultat de la réflexion et pas son déroulé. Finalement, il y a une question presque philosophique. Est-ce qu'on peut évaluer quelque chose d'aussi complexe que l'intelligence en évaluant seulement ce qu'elle produit ? Genre, si l'IA produit un jour comme un humain, est-ce qu'elle en devient aussi intelligente qu'un humain pour autant ? Et au risque de vous décevoir, la réponse est complexe. Il y a plusieurs types d'intelligence et toutes se résument pas de la performance. Comprendre l'ironie, apprécier l'empathie, c'est aussi identifié comme des traits d'intelligence, mais qui sont moins faciles à mesurer. L'intelligence, c'est aussi comprendre comment fonctionnent les lois physiques qui régissent le monde, comme la gravité, l'inertie, les frottements de l'air. C'est avoir ce que les scientifiques appellent un world model inné pour les êtres biologiques. Pour l'instant, les IA dépendent des humains pour leur fournir des exemples à produire. Elles ont besoin de l'originalité et des idées de l'homme, et elles sont incapables de s'adapter dans des situations chaotiques. Donc elles sont très loin de l'intelligence. Et quand bien même les IA feraient des progrès foudroyants, tant que les chercheurs en informatique, mais aussi en éthique, en psychologie et tout, sont pas collectivement d'accord sur ce qu'est l'intelligence, il y aura forcément un débat sur ce qui constitue l'intelligence artificielle générale. Un débat probablement sans fin.